Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport, le match qui oppose Tapiro à Tapiro. Messieurs, sommaire. Sommaire, Louis Vuitton qui signe une nouvelle pub avec deux grandes stars du tennis. Et pour la première fois avant un match de Champions League et pour l'UEFA, un drapeau palestinien en entrée du match. Barbie, la célèbre Barbie à 65 ans. Et pour le fêter, il y a 9 nouvelles égéries directement du monde du sport. Elle sera présente au festival New Wave. Je vous présente notre invitée, Eliane Torjman, naturopathe et experte en nutrition. Place à l'émission. Une première lors de la rencontre officielle de l'UEFA cette saison à Bilbao la semaine dernière, la finale de la Ligue des Champions féminine opposait le Barcelone à l'Olympique lyonnais. Apparition d'un drapeau palestinien lors du protocole d'avant-match, vous le voyez. Une scène chaudement applaudie par le public, mais était-elle autorisée par l'UEFA, Franck et Mickaël ? Alors, premièrement, elle n'était pas autorisée, elle n'était même pas tolérée. Il se trouve juste que 2 personnes accréditées par l'UEFA ont pénétré sur la pelouse et ont brandi ce drapeau. On voit bien qu'ils n'ont pas été virés manu militari. Donc quelque part, il y a une sorte de tolérance qui est une première dans l'UEFA. Alors, c'est intéressant de voir le drapeau, bien sûr, le génocide qui est dit à tort et à travers, l'Union européenne qui doit pas être complice, et à droite, on a une partie du fameux tableau Guernica de Picasso, qui, je le rappelle, commémore le bombardement d'une ville qui s'appelle Guernica par l'armée allemande pendant la guerre civile espagnole. Non mais... Là, c'est quand même de la focuserie phénoménale. On dit nous prendre pour des jambons, en espagnol pour des jamón, mais là vraiment, on se moque de la gueule du monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, ils étaient là, tranquilles, en plein milieu. C'est-à-dire qu'ils ont même gâché le mot champion, qu'on ne voit pas. Personne ne moufte. Donc en fait, c'est quoi ? C'est vraiment comme, on le fait de temps en temps en politique. On tente le coup, si ça ne va pas... on regrettera, si ça va, ça passe. Surtout que dès qu'on voit une personne extérieure qui pénètre sur la pelouse, en général, il y a toujours des vigiles pour le choper. Mais c'est un striker. On le voit avec les strikers. Donc là, il y a 2 strikers. Ils sont pas à poil peut-être, mais pour moi, ils ont complètement gâché cette cérémonie. Et en plus, alors si on doit rentrer dans le détail, stop génocide. Mais il est où le génocide ? Encore une fois, il suffit de voir les chiffres aujourd'hui. C'est une fake news monstrueuse, parce qu'elle instrumentalise la mort de gens. Et quand c'est une guerre, dans toutes les guerres, c'est sale. Il y a trop de victimes civiles, c'est normal. Mais in fine, il n'y a pas de génocide. C'est la propagande du Hamas. Donc 1, c'est un coup du Hamas. 2, et ça c'est encore le plus grave, est-ce qu'ils se sont excusés l'UEFA derrière ? Est-ce qu'ils ont fait un communiqué en disant « Nous regrettons » ? Non, il ne s'est absolument rien passé, voilà. Personne n'en a parlé. Donc ils sont complices et coupables. Alors, n'oublions pas une chose, c'est que ça se passe à Bilbao, à San Mamés, à Bilbao. Bon, on sait très bien que l'Espagne est une des nations les plus actives. A une tendance politique très pro-palestinienne. D'ailleurs, elle a reconnu un État palestinien il n'y a pas plus tard. Ah oui, mais il faudrait qu'elle nous dise quel État il y avait qui d'ailleurs. On est un peu raccord et cette permissivité peut éventuellement se comprendre sur ce terrain. Est-ce qu'il y a aussi autre chose ? On l'a appelé, rappelez-vous ici, j'ai fait sur tous les médias français, mais ils sont où les artistes, les sportifs ? On a demandé exactement la même chose pour les otages. Il est où le message pour les otages ? Il parle de Guernica. Est-ce qu'on doit parler des viols ? On parle de cessez-le-feu. Moi, je parle de cessez-le-viol. C'est un scandale à tellement de niveaux. Il nous faudrait 1 heure pour le dire. Moi, ça, je vais en faire un courrier. Je vais balancer à l'UEFA et je vais balancer à la France, puisque on dit qu'on doit réagir face à des choses odieuses. Est-ce qu'il y avait au moins ça, là ? Ce petit ruban jaune, il y a encore 136 otages. À ce titre, c'est très inquiétant parce que là, on parle d'un match de Champions League, mais l'Euro 2024 arrive en Allemagne. Il va y avoir à peu près une 60aine de matchs. On risque d'avoir aussi des exactions de la sorte, en tout cas des personnes qui vont peut-être... C'est pas une exaction, je corrige, c'est une intention. Il y a une intentionnalité. Parce que quand on se dit, on met 2 mecs, au pire on les vire, et on les vire pas, et on s'excuse pas derrière, j'attends, messieurs les présidents de l'UEFA, alors que la FIFA, elle, se comporte plutôt très bien. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec un championnat du monde des moins de 20 ans où ils ont changé de pays parce qu'ils ne voulaient pas recevoir les athlètes israéliens. Si vous êtes complice, vous l'assumerez. Voilà pour cette démonstration d'un drapeau palestinien lors de la finale féminine de la Ligue des Champions. Le Variété Club de France dans le collimateur de Mediapart. Le site d'investigation révèle comment les célèbres matchs de bienfaisance seraient devenus un business suspect. Avant de vous écouter, je tiens à vous dire que je suis fan de Jacques Vendroux. Ah oui, c'est un ami de longue date. Mickaël, qu'est-ce que cette enquête ? Moi, je voudrais déjà modérer la chose. C'est vrai que le Variété Club de France organise énormément d'opérations caritatives. On voit souvent des présidents ou des anciens présidents jouer au foot.
marquer des buts. On a vu d'ailleurs que le président Macron a marqué un pénalty récemment. Voilà. Et il y a une organisation, bien sûr, il y a des sponsors, mais comme toute opération événementielle, un sponsor va acheter un package. Alors ça a un prix. Il y a bien sûr la présence autour et hors du terrain. Et il y a aussi la possibilité d'inviter des clients pour un dîner. Et là, notamment, c'était un dîner à l'Élysée. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un coût. C'est vrai que ce coût-là a été perçu par une société qui organise et qui reverse certains droits. À qui appartient cette société ? Alors, cette société appartient justement au fils de Jacques Vendré et aussi au fils de Dominique Rocheteau, Tom Rocheteau. Mais quel est excusez-moi, mais je ne comprends pas. Ok, c'est du business. Quel est le problème ? Il y a tellement des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de boîtes dans le monde qui sont gérées par le fils, le neveu, la petite sœur. Enfin, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Parce que Jacques, à part d'être un ami, avec ce Variété Football Club, il a fait des actions humanitaires inimaginables, inouïes depuis des années. Donc il récupère de l'argent et qu'il le redistribue. Où est le problème ? Justement, je pose la question. C'est ça, c'est que dans l'axe que défend Mediapart, il y aurait, il y aurait collusion avec le monde politique. Et effectivement, l'équipe de football des parlementaires serait liée au Variété Club de France par l'intermédiaire donc de Carl Olive, qui est devenu depuis 2022 le président du Variété. Qui est député. Et qui est député, effectivement, et qui n'est pas forcément du même bord politique que Mediapart, évidemment. Et donc, on reprocherait cette espèce de collusion entre le monde politique et le monde du football. C'est n'importe quoi. À chaque fois que Mediapart, j'ai déjà épinglé un matin sur Platini, ça a fait 1 heure sur LCI, et j'avais menacé sur le plateau le journaliste de prouver que les soi-disant écoutes, où Platini d'ailleurs disait des choses totalement banales, voulait montrer et prouver que Platini était coupable. Je l'ai vraiment, il peut s'en souvenir, il a fait 1 heure sur le plateau avec moi. Donc j'aimerais bien qu'il vienne là nous expliquer en quoi ce qui est en train de se passer là aujourd'hui est un scandale. Mais non. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu un gros buzz avec Emmanuel Macron qui a joué un match de foot avec le Variété. Et puis voilà, comme aujourd'hui Mediapart est un tribunal privé, personnel, il faut trouver toujours la petite bête partout. Voilà. Et comme le sport, et même le sport caritatif, est aussi du sport business, alors on a pas mal de sponsors, mais on a l'impression que c'est une équipe professionnelle qui est sponsorisée. Quick, Engie, Idexport, Auchan, Intermarché, et le dernier, alors c'est celui qui m'a surpris, c'est Clésia, qui est une mutuelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais non, mais il remplit des stades, il ne faut pas oublier que le Variété... on le voit d'ailleurs sur... Oui, d'accord. Donc, mais le Variété remplit des stades, et encore une fois, regardez depuis des années ce que fait le Variété d'ailleurs en humanitaire. Moi, ce qui me sidère, c'est que en quoi, quel problème en fait pour Mediapart de montrer que il y a le fils de qui tient cette boîte, et alors ça arrive dans le monde entier. 2, il y a de l'argent, et alors 3, le lien avec les... Et d'ailleurs dans l'organisation de cette société qui s'appelle Ventilo Sport, il y a 2 départements donc, qui sont aux mains du fils Vendroux et du fils Rocheteau. C'est le département voyage et le département match de gala. Donc c'est typiquement classique pour une entreprise événementielle. Est-ce que le chef de l'État réagit ? Pas à ma connaissance. Est-ce que les sponsors ont réagi ? Les sponsors n'ont absolument pas bougé pour l'instant. Voilà. Et Jacques Vendroux a réagi en disant voilà, on a tué personne, on a volé personne. Évidemment. Est-ce qu'il y a un détournement de fonds ? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose de planqué ? Non. C'est juste des gens qui essayent. Vous savez, en fait, ce qui se passe, Mediapart a réussi un truc. Dès que Mediapart dit par exemple je vais m'intéresser à X, pour pas dire Twitter, il y a la suspicion immédiate. Là, ça veut dire qu'il y a un affaire. En fait, comme jamais Mediapart ne dit quelque chose de bien, de positif, n'annonce une bonne nouvelle, et vient dévoiler un mystère, et peut-être même une escroquerie, ou quelque chose, un scandale. Donc il suffit que Mediapart soit associé, par exemple, demain, on va parler de moi, on va parler de vous, n'importe quoi, tout le monde va dire, j'en étais sûr, il a encore ou piqué de l'argent ou ceci. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est quand on a un tribunal, on a créé une marque de tribunal il suffit de coller ce nom-là à Jacques Vendroux ou à Variété Football Club pour dire il se passe quelque chose. Ben non. Comme ils l'ont fait avec Platini il y a quelques années, je le dis sur le plateau, c'est une honte. Parce que vous êtes Mediapart, vous n'avez pas raison. Ça risque c'est la de justice disparaître. qui peut condamner cela. Donc qui le disent clairement, qu'a fait mon ami Jacques Vendroux, à part faire du bien, donner du bien à des enfants, et notre ami Carl Olive, et faire jouer les politiques, ça soit une grande cause. Parce qu'après tout, vous savez, les 30 minutes par jour, il y participe. Donc en gros, arrêtons, vous verrez, ça va se dégonfler. Et à la limite, on lui a fait trop de pub. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on fait la pub pour Jacques Vendroux. À suivre. Nous recevons maintenant Eliane Torgeman. Bonjour.
Bonjour. Naturopathe, experte en nutrition qui participe la semaine prochaine à la première édition du festival New Well. De quoi s'agit-il, Eliane, et où se situe le sport dans ce festival? Alors, c'est la 2e édition du festival The New Well qui a lieu au Carreau du Temple, donc du 8 au 10 juin. Et on va parler de sport, de bien-être physique, de tout ce qui a trait au wellness, de nutrition, de gestion du stress. Et alors, comment vous pouvez impacter positivement les performances des athlètes? En fait, les naturopathes sont des praticiens de l'hygiène de vie qui vont s'appuyer sur la nutrition, l'activité physique et le bien-être physique et émotionnel. Et tous ces paramètres, en fait, ces piliers vont permettre aux athlètes d'être plus performants. La forme est nécessaire pour les athlètes pour endurer autant de compétitions et d'heures de sport, surtout dans le tunnel inédit de ce que nous vivons actuellement. Comme le dit le mot, un naturopathe, donc c'est vraiment on essaie de guérir par la nature, de guérir de façon naturelle. Il n'y a aucun médicament, il n'y a aucun adjuvant. Vous raisonnez vraiment en fonction émotionnelle, physique, avec une thérapie peut-être, comme vous l'avez dit, émotionnelle. Mais est-ce que le côté psy est important? Dites-nous un peu plus, parce qu'on ne sait pas ce que c'est exactement un naturopathe. Alors, déjà, il est important de rappeler que les naturopathes ne sont pas des médecins et ne font pas de diagnostic et ne donnent pas de médicaments, ne donnent pas de traitement médical. En revanche, on travaille beaucoup main dans la main avec les médecins. Donc, en fait, on travaille sur la santé naturelle. On essaye d'améliorer la santé globale en s'appuyant sur ces piliers qui sont la nutrition, les compléments alimentaires, la gestion du stress, l'activité physique et le sommeil. Donc nous, on travaille, en fait, on a une approche holistique, donc très globale de l'individu, qui permet en fait d'améliorer son quotidien, son hygiène de vie au quotidien. Et ses performances. Et ses performances en ce qui concerne les sportifs. Alors, on a des naturopathes spécialistes dans le sport. Ouais. D'accord. Et alors, justement, pour toutes les techniques qui consistent en fait à travailler en amont sur le terrain, comment faire pour pénétrer le monde du sport qui, lui, croit souvent à l'après et pas à l'avant? Il y a une technique pour peut-être influencer les athlètes et les sportifs pour justement préparer leur terrain avec ces produits-là? Je pense que les athlètes sont déjà suivis par des médecins du sport et ces médecins du sport sont très formés en nutrition et aujourd'hui en complément alimentaire. On voit aujourd'hui que la naturopathie s'insère de plus en plus et comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille de plus en plus avec les médecins. Aujourd'hui, tous les sportifs à haut niveau ont sont très rééquilibrés et très cadrés au niveau alimentaire et prennent des compléments. Ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'on peut, en étant un peu provoque, dire que c'est du dopage naturel? En tout cas, ça respecte des règles antidopage. Donc, c'est pas vraiment du dopage. En revanche, on va maximiser les performances. Et en termes de business, qu'est-ce que ça représente? C'est-à-dire? Qu'est-ce que pèse le secteur de la naturopathie aujourd'hui? Je ne sais pas vraiment. Honnêtement, on ne sait pas. Je sais que ça prend de plus en plus de place. Malheureusement, les diplômes, les certificats ne sont pas aujourd'hui reconnus en France, mais on se bat pour les faire reconnaître. On se bat pour travailler avec les médecins. Certains médecins aujourd'hui renient les naturopathes, mais nous, on se bat on milite en tout cas pour que la naturopathie prenne de plus en plus de place. Juste pour savoir, par curiosité, mais pourquoi la France est un peu en retrait par rapport à cela et quels sont les pays les plus en avance? La Suisse, par exemple, les naturopathes sont extrêmement reconnus en Suisse et dans d'autres pays d'Europe, mais la France, ils sont toujours un petit peu en retard. Vous êtes certifié, vous, d'ailleurs? Je suis certifiée, c'est-à-dire que j'ai fait des études et j'ai un certificat qui me permet d'exercer en toute légalité. Merci Eliane Torjman. Je rappelle que vous serez donc au festival New Well la semaine prochaine au Carreau du Temple. Au Carreau du Temple. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Quelle classe si chic! Vous l'avez vu? Vous les avez vus? On les a vus, bien entendu. Puis ça nous fait tellement plaisir de les voir. Mais sur un autre terrain, je veux bien entendu parler de Nadal et Federer. On est habitué à les voir plutôt sur une terre battue, sur quelques quicks. Et là, on les voit sur des pentes enneigées, des Dolomites en Italie. Ouais. On les voit en t-shirt. D'ailleurs, il faut y aller parce qu'il a l'air de faire très froid. Avec, quand même, on vend quand même un produit, un sac à dos, le nouveau sac à dos. Il est formidable. Louis Vuitton. À quel prix? À Damier. Quel prix? 2700 euros. Exactement, 2700 euros. Alors, 750 euros. 2750, alors ça fait cher le sac à dos à damier, il est très joli, mais ce qu'il y a de bien, c'est que, encore une fois, on le voit vraiment au loin, il n'est pas mis en flagrance. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir ces deux amis, qui étaient comme des deux ennemis sur le terrain, mais amis dans la vie, avec une mentalité qui, je l'espère, on ne mettra peut-être pas des siècles à en trouver, mais deux comme ça, c'est rarissime. Alors, et en termes de talent, en termes de attendez, juste une question. C'est merveilleux. Ouais. Vous avez vu le match la semaine dernière de Nadal, cette semaine de Nadal? Cette semaine, bien sûr, je l'ai vu, il a perdu en français contre Zverev. Terrible. Ouais. Mais attendez,
C'est une petite défaite, je vous dis qu'il n'a pas fini, il va revenir l'an prochain. C'est sûr, il sera mieux préparé. Il ne peut pas partir sur un 3-7 au premier tour. C'est pas Nadal. Alors c'est pas évident parce que s'il continue à jouer au tennis, il sera plus dans les publicités Louis Vuitton parce que justement les campagnes core values, elles font bénéficier les athlètes, les champions, les stars qui ont raccroché les crampons ou les chaussures. J'ai compris en fait ce que tu es en train de dire, c'est qu'il a fait exprès de perdre hier en disant voilà. J'ai fait mon physique tennistique. Il est corporate. Il est corporate. Encore une fois, sur cette photo-là et sur ce clip-là, on retrouve ce qui s'est déjà fait chez Louis Vuitton, notamment avec Messi et Ronaldo qui jouaient aux échecs avec un damier Louis Vuitton. On se rappelle aussi de la partie de baby-foot avec Zidane, avec Maradona et Pelé. Et bon, il y en a eu pas mal des comme ça. Et voilà, c'est une pub absolument formidable. Alors, on va les entendre, ce qui est rare de les avoir côte à côte. Écoutez ce qu'ils disent de leur performance et des conditions de leur succès, leur secret de succès. I had a very good team around me that helps, a very good family that since the beginning I received probably the right values to keep growing. And I really believe that for me the most important thing in my career is have the passion to keep improving all the time. For me, it's always try to find new things to get better and better. I think that makes the difference between, I think, the very top players and the other ones that are very good players. Yeah, maybe one little thing you can add to your game, and you know, even though you maybe already playing super good, but there's always a little bit extra you can do. Also, surrounding myself with the right people early on and throughout my career, you know, choosing the best people that would inspire and motivate. Federer, Tapiro, Nadal. Oui, enfin, ça ne se joue à rien parce qu'on a deux superstars qui sont sur le toit du monde. Enfin, c'est pas le toit du monde, les Dolomites, mais ça pourrait l'être avec eux. C'est quand même la grande classe, hein, on le voit. Et d'ailleurs, pour revenir à l'opération marketing, ce qui est intéressant, c'est que chacun porte une montre de son propre sponsor qui ne fait pas partie du groupe LVMH. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième... Quelle mensuétude. Non, Royal au bar. Et on peut remarquer que Federer porte une doudoune Uniqlo qui, bien sûr, n'est pas du groupe LVMH aussi. Oh, donc, quelque part, un jour, non, mais c'est intéressant parce que je pense que LVMH l'a joué méta-corporate en permettant justement à chacun de venir avec ce qu'ils sont pour justement travailler sur les valeurs humaines. Et c'est ce qu'on voit dans cet échange qui est formidable. Mais ça, c'est la plus grande des prouesses d'abord de ce film-là. Mais surtout, il y a quelque chose, c'est les points communs de ces deux plus grandes stars de tous les temps. C'est la classe, l'élégance, la gentillesse. Moi, j'ai eu la chance de les rencontrer les deux. C'est inouï de voir l'humilité, et la passion, la passion et la gentillesse, la proximité qu'ils ont avec les gens. On a l'impression qu'ils n'ont jamais été une star, ne serait qu'une journée dans leur vie. C'est vraiment un exemple et j'aimerais que... Voilà, deux rôles modèles parfaits. Ouais. Retrouvons Fedal au sommet. Ils vont nous dire, ils vont se remémorer leur première rencontre. I do remember, probably not him. I don't. When you won your first Wimbledon, I was which year was 2000? 2003. 2003. And I was nice to you, or a little bit arrogant. No, come on. No, we were. I mean, you were honestly, you were super nice. I was just arriving on the tour. I'm a junior, so I was super shy to talk to you, but you were very nice. Yeah. I do remember your first match in Monaco. What year was that? Probably was 2003. Three also. Yeah. I mean, he was super young, so good, and of course, you know, we were all thinking, another Spaniard, another clay quarter dirt baller, future top tenor, maybe probably even more, and he achieved everything. For me, I think the really, really special moment was when I was world number one in 2004, and I played you in Miami, and he actually beat me, which was maybe a surprise to some, but I kind of at that point... You were a little bit sick. I had a sunstroke actually, but still he beat me fair and square, and I mean that was cool, you know, like to see the young players come up, you know, the Murrays, the Djokovic's, and having a chance to play them that very first time. That first match will always be very meaningful, even though I lost it, and it's been a great rivalry with like so many other players, but Rafa, of course, you know, with his playing style and his, you know, sort of attitude on court at a young age was not like everybody else. You could feel that there was something special coming for sure.
La classe, l'élégance. Franchement, quand je vois aujourd'hui dans d'autres sports, le niveau d'abord intellectuel, le niveau, comment ils s'expriment, la gentillesse, l'humour qu'ils ont. Puis on parle quand même des deux plus grandes stars. Où un raconte qu'il était tout timide quand il était junior, il l'a vu, et puis l'autre, évidemment, l'a pris en amitié. Et puis la première défaite, alors qu'il était le numéro 1 mondial, Federer. Et ils en parlent comme si c'était un jeu. On comprend l'anglais, vous n'avez pas besoin de traduire. Non, mais peut-être que certaines personnes qui nous regardent. Ce qui laisse ressortir, ça sera sous-titré. Non, ce qui laisse c'est de voir que le sourire, ils se moquent l'un de l'autre. Alors qu'on parle quand même de. Mais surtout, c'est la quintessence de l'humilité. C'est vraiment pas possible. Une leçon pour tous les athlètes en devenir, pour tous les juniors, de regarder ce clip. Alors, c'est aussi une super humilité parce que, alors, on a connu un entraîneur de Marseille qui était sous une glacière. Eux, ils sont sous une glacière, certes, Louis Vuitton, un peu plus grande, mais enfin, on est sur le même contexte. Donc, même sur la façon de s'asseoir, ils ont été dans une humilité absolue. Alors, justement, on leur a demandé, ils leur ont demandé quels souvenirs ils souhaitaient laisser. We have been in the tour for over 20 years, and we met a lot of new people. And at the end, what really will make me feel really proud and happy is when I leave this world, if the tournament directors, the people who work on the tournaments, staff, ATP talks good about who I was on the tour or who I am as a person more than a tennis player, because as a tennis player at the end we have the titles, we have the achievements, and that's how it is. I achieved more than what I ever dreamed about, no? So I mean, for me at the end, the legacy in terms of human being, even for me, after achieve all the things that we achieve, I think for me is the most important thing, without a doubt. I hope if I'm remembered not only as a tennis player, but also as the person behind what I gave to the game and what I represented to the game, and it was less about all my Wimbledon victories or whatever it was, that meant a lot to me. So I think if I can be remembered more also as the personality other than just a player, that'd be great. And if I was a good role model for kids, I mean, that would make me happy too. And it would be nice, you know, like what Rafa said, if the people are happy to see us again. Not like, oh no, that guy again. No. Hopefully that's the case. So. Thank you. En fait, j'aurais jamais imaginé que Rafa et Federer puissent apparaître comme les deux vieux du Muppet-Show, vous savez. Parce qu'en fait, involontairement, ils leur ont mis des cheveux blancs à cause de la neige. Donc on imagine dans 30 ans, « Alors Rafa, comment tu vas ?» Et Federer, « Ça va pas mal et toi ?» Ce qui est extraordinaire, c'est que bien entendu, ils se projettent dans un avenir en disant « Vous savez qu'on préférait que ce soit notre personnalité, nos valeurs humaines. » Mais ça pourrait être écrit dans des manuels, vous savez, de coaching, comment être, le savoir-être, le savoir-vivre. Mais ils sont comme ça fondamentalement. Ces deux superstars sont des superstars de la vie. Et j'espère et sincèrement, ce qui se faisait à une époque, c'était que des grands joueurs de foot africains pouvaient devenir présidents de la République de leur pays. Alors là, ils sont en Espagne et en Suisse, ça se fait pas tellement, mais sincèrement, on aurait bien aimé que d'ici à une quinzaine d'années, ils puissent devenir les présidents de la République ou les présidents de l'État, parce que ce sont des rôles modèles absolus. Moi, je mise tout, je deviens espagnol demain pour voter pour Nadal. Ça évitera la folie qui est en ce moment en train de se passer en Espagne. En Suisse... Non, en Suisse, ça va. Ça va. Les citoyens qui sont au pouvoir. Mais voilà, les citoyens sont dans une votation à peu près mensuelle, donc rien ne se passe, donc tout se passe bien. Alors, qu'est-ce que diraient aujourd'hui Nadal et Federer au jeune Nadal et au jeune Federer? For me personally, I will say just practice with the right attitude, with the right spirit. Listen to the people next to you. Be humble enough to keep listening to people even if you are having success. And then, I mean, the rest of the things are happening. You know, you have mistakes, you achieve things, but you need to learn by yourself. I think a couple of things that nobody can tell you at some point. Yeah, take feedback, not the personal way. The people that are around you, parents, coaches, and so forth, fitness, physios, they all want the best for you, and they have usually the best intentions. So I know sometimes it looks as quite critical, and when you're young, you don't want to hear it because you want to hear that you're the best and you're going to be world number one, but unfortunately it's not like that. So it's a very fine line between actually being confident and believing you're going to do it to I'm not very good because everybody tells me you're not so good, you know. So I think knowing that you actually also have time and that you have to remember maybe that 50% of the coaching that you get comes from within. You are your own coach as well, because I think a lot of times you forget that.
Ce qui est formidable dans le sport d'excellence, dans le sport de haut niveau, c'est souvent la simplicité. Et là, on se retrouve avec 1 minute 30 de cours parfait sur la simplicité, sur ce que doit être le sport d'excellence, sur ce que doit être le sport de haut niveau, mais surtout sur ce que doit être l'attitude par rapport à sa carrière, par rapport à ses performances et par rapport à ce qu'on imagine de ce qu'on fera pendant une quinzaine d'années. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un sport individuel, mais quand on les voit là, on a l'impression qu'ils ont fait du sport collectif toute leur vie. Parce qu'ils sont entourés par beaucoup de personnes. Entourés, voilà. Ouais. Ils sont entourés. C'est vrai que c'est très très difficile à un niveau moyen le tennis. C'est très ingrat. Il faut être vraiment dans les 100 premiers pour vivre de son sport de façon forte. Demandez à ceux qui sont entre les 500 et un peu moins de 500. C'est des grands joueurs, mais c'est une catastrophe au quotidien. Là, ils sont entourés. C'est vrai que c'est très collectif. Qui sont les Nadal et Federer aujourd'hui ? J'ai pas encore vu. Vous savez pourquoi j'ai pas vu ? Oubliez le jeu. J'ai pas vu une... Non, pas de charisme. J'ai pas vu de charisme. Non. J'ai pas vu quelqu'un qui a survole. Et en plus, Federer, dans le silence le plus absolu. Mais vous savez, c'est ce qui s'appelle le langage du corps. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de s'exprimer pour dégager quelque chose, une aura, une bienveillance, un sourire. Rappelez-vous, Federer qui arrive à Flushing Meadows, il arrive, il a oublié son badge. Un responsable de sécurité ne le reconnaît pas. Il dit, monsieur, vous pouvez pas rentrer. Il fait demi-tour. Il est numéro mondial. Et là, il y a un responsable du tournoi qui dit, non, mais viens. Je te fais rentrer. Il fait, non, je vais chercher mon badge. Je l'ai oublié à l'hôtel. C'est ça, Federer. Le mec, il n'a pas le passe-droit. C'est ça l'excellence. Il respecte tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est aussi respectable. Voilà pour la saga Federer-Nadal. Barbie, championne olympique à l'occasion des JO, la marque dévoile une nouvelle collection de poupées à l'effigie de plusieurs athlètes, 9. Et parmi elles, une française. Laquelle ? Alors, c'est Estelle Mosselli, c'est la boxeuse qui a été médaillée olympique à Rio, je crois, c'est ça ? Et qui est formidable, d'abord parce que c'est une grande championne française, ensuite parce qu'elle est encore qualifiée pour les Jeux Olympiques Paris 2024, et surtout elle fait partie de ce panel de 9 poupées qui représentent, je dirais, dans une façon très United Colors of Benetton, c'est-à-dire avec toutes les tailles et toutes les couleurs, toutes les grandes championnes du panel Alors, mondial qui d'autre ? Alors, on a, ça m'a fait rire, il y a Venus Williams et pas Serena. Peut-être que Venus Williams est plus facile d'un point de vue du galbe à décrire que Serena, alors que Serena a une bien plus grande carrière. Vous avez aussi des gymnastes, des athlètes, des nageuses, une footballeuse qui s'appelle Christine Sinclair et qui vient du Canada, et enfin une para-athlète espagnole qui s'appelle Susana Rodriguez. Ça, c'est plutôt... Non, mais la bonne nouvelle, c'est que Barbie a 65 ans, mais il n'arrête pas, en termes de marketing, c'est vraiment les meilleurs au monde, ils la rajeunissent en permanence. Alors, dans la vraie vie, il y a le Botox, et eux, en fait, ils choisissent tout simplement des égéries dans le monde du sport. Et évidemment, on est dans une année quand même très sportive, entre l'Euro et les JO. C'est aussi très malin d'avoir fait ça. Ça permet aussi de mettre les femmes sportives en avant. Et je trouve que... Et de susciter des vocations chez les petites filles qui pensent que le sport, c'est pour les mecs encore. Il y a encore, vous savez, ces vieilles idées de 50 ans qui sont encore dans certains cerveaux, malheureusement. Et donc, ça permet d'éduquer ou de rééduquer parfois certaines petites filles qui voient des championnes, qui se disent, ben oui, on peut être sur un fauteuil roulant et être championne. On peut être black, parce qu'il y a encore des problèmes de racisme, black ou d'une autre couleur, et être une championne mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve ça très pédagogique et ludique dans le même temps. Qui manque sur l'affiche ? Quelle championne manque sur cette Dream Team Mattel ? Ah, la basketteuse, non ? Non, mais la nouvelle, non, quelle question ? Basketteuse, la basketteuse, ouais. la surdouée américaine. Elle est peut-être un peu jeune. J'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Kathleen, notre chère Kathleen. Qui a signé le plus gros contrat de l'histoire avec Nike. Vraiment, oui, pourquoi pas. Mais enfin, moi, je suis assez satisfait de voir deux sports qui n'étaient absolument pas pratiqués d'un point de vue professionnel chez les féminines, qui étaient le football et la boxe dans ces 30 dernières années. En tout cas, aujourd'hui, il y a un projecteur qui a été dressé devant le football féminin, qui est un sport extraordinaire. Et on l'a vu aux États-Unis, d'ailleurs. Les joueuses américaines touchent autant que les joueurs américains. Et le fait d'avoir une championne française en boxe, je trouve que c'est un très très bon symbole. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, messieurs. Merci, comme d'habitude, vous étiez au top. On se retrouve la semaine prochaine. On n'a pas pris la VAR, vous avez vu. Non, pas la VAR cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Suite de vos programmes sur Bismart.